Le 4 septembre 1970, Salvador Allende arrive en tête avec 36... On commence. Le 4... Par contre, tu recommences, mais tu me regardes dans les yeux pour Ouais. commencer. Attends, je regarde. Voilà, après ça. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende arrive en tête avec 36,3% des voix. C'est seulement 39 000 voix d'avance sur le candidat démocrate chrétien Tomic, qui a lui 34,98%. Quant au candidat de droite Alexandri, il recueille 27,9%. Le système chilien d'élection pour les présidentielles ne comporte qu'un seul tour. Allende n'ayant qu'une majorité relative, la décision de l'élection est donc maintenant entre les mains du Parlement. La droite chilienne et le gouvernement américain vont tout bonnement essayer d'empêcher l'investiture de Salvador Allende grâce à des manœuvres qui impliquent la CIA, le service de renseignement américain, une entreprise multinationale, ITT, International Télégraphe et Téléphone, la droite et l'extrême droite chilienne, des secteurs de l'armée chilienne, les milieux patronaux chiliens et les grandes banques américaines et européennes. Ces manœuvres, en fait, vont se dérouler pendant toute la durée de l'unité populaire. Donc au début, elles se développent selon 3 axes. D'abord, il s'agit de provoquer le chaos économique. Donc on assiste au blocage du crédit, à l'arrêt des importations de marchandises chiliennes, en particulier le cuivre. Deuxième axe des manœuvres, il s'agit de pousser à l'intervention de l'armée. Un coup d'État militaire est d'ores et déjà en préparation. Et enfin, il y a le déploiement de manœuvres parlementaires. Il s'agit de faire élire en fait Alexandrini, le candidat qui est arrivé le dernier, pour qu'ensuite il démissionne et repasse le pouvoir à l'ancien président démocrate chrétien Frey. Le 22 octobre, c'est la manœuvre de trop, c'est-à-dire l'enlèvement et l'assassinat du général Schneider, le responsable de l'état-major. Du coup, la démocratie chrétienne, qui trouve que ça va trop loin, va laisser faire l'arrivée au pouvoir de l'unité populaire. Le 24 octobre, le Congrès investit Salvador Allende et la passation de pouvoir a lieu le 4 septembre. Par ailleurs, il n'y a pas d'élection législative. Le Parlement reste donc ce qu'il était avant l'élection d'Allende. Et donc l'unité populaire n'y a pas la majorité. Ce qui veut dire que pendant 3 ans, le gouvernement va en fait gouverner par décret, des décrets qui se situent donc plus ou moins dans le cadre juridique hérité de gouvernements démocrates chrétiens précédents. Au sein de l'unité populaire, l'absence de majorité pour l'unité populaire au Parlement va évidemment servir pour certains à justifier la modération et la recherche d'alliance avec la démocratie chrétienne. Fin septembre 1970, le MIR procède à une certaine autocritique. Il reconnaît une mauvaise appréciation, la surévaluation de la force politico-tactique de la droite, affrontant la victoire électorale de la gauche, et une sous-estimation de la capacité de manœuvre de l'unité populaire en cas de victoire. Cela fait que nous avons développé nos actions soit sur la base d'une défaite électorale de l'unité populaire, soit d'une victoire électorale de l'unité populaire, mais suivie à court terme par un coup d'État militaire. Nous n'avons pas prévu en profondeur que l'unité populaire pourrait être au gouvernement. Et donc le MIR définit une nouvelle orientation, défendre la victoire électorale contre les manœuvres de la bourgeoisie et de l'impérialisme, pousser les mobilisations populaires de masse à partir de leur front pour ces objectifs et formuler une politique en direction des officiers et de la troupe. Appuyer les secteurs révolutionnaires de l'unité populaire. Il conclut, nous tenterons de déplacer le centre de décision de la Moneda c'est le palais présidentiel, et des couloirs du Congrès, au front de masse mobilisé. Pour comprendre la suite des événements, il faut considérer qu'il y a à l'intérieur de l'unité populaire même plusieurs orientations, et qu'il y aura confrontation au cours des années entre ces orientations. D'abord, au sein du mouvement populaire, il y a évidemment une opposition entre l'unité populaire et le mouvement de la gauche révolutionnaire qui ne participe pas à la coalition gouvernementale et parlementaire et qui, à chaque étape du processus, va développer une critique de gauche des décisions et de la politique menée par l'unité populaire. Mais la confrontation entre deux orientations traverse également l'unité populaire elle-même. Schématiquement, on peut distinguer une orientation de gauche et une orientation de droite. La ligne de droite est représentée essentiellement par Allende et un secteur du Parti socialiste, un secteur minoritaire du Parti socialiste qu'il soutient, mais surtout par le Parti communiste chilien, qui est un parti à l'époque aligné sur l'URSS, partisan de la coexistence pacifique, de l'alliance de toutes les couches, à l'exception de la couche de la bourgeoisie la plus directement liée aux multinationales américaines, et qui est partisan du passage pacifique au socialisme. L'axe politique de ce secteur de l'unité populaire, c'est la recherche d'un consensus avec la démocratie chrétienne
Et ça va s'illustrer par un slogan qui sera « Consolider pour avancer ». C'est une version chilienne un peu de l'idée de la pause. C'est l'idée qu'une fois les premières réformes acquises, ce qui compte, c'est de les inscrire dans la durée, donc de chercher des alliés et donc de ne pas céder à la surenchère. Pour Salvador Allende, cette idée se double d'un choix doctrinal qui est celle d'une révolution, parce qu'il parle bien de révolution, mais d'une révolution qui respecte strictement la légalité. Outre Salvador Allende, les principaux porte-parole de cette orientation sont en fait Luis Corvalán, qui est le secrétaire général du Parti communiste chilien, et Orlando Millas, qui est un économiste communiste, qui aura de nombreuses responsabilités sous l'unité populaire, en particulier le ministère des Finances. Et puis, face à cette orientation qu'on a qualifiée de droite, il y a une ligne plus de gauche, qui est représentée par la majorité du Parti socialiste chilien, puis le MAPU, le mouvement d'origine chrétienne de gauche, et la gauche chrétienne aussi à partir de juillet 71. Il faut noter que le Parti socialiste chilien n'est pas historiquement un parti social-démocrate. Il n'est pas membre de l'Internationale socialiste, la deuxième internationale. Il est très à gauche, ou en tout cas il a un vocabulaire très à gauche. Et bien qu'il ait une activité qui est essentiellement une activité électorale, bon, ses options stratégiques sont révolutionnaires, ou du moins présentées comme telles. Ainsi, en 1967, lors de son 22e congrès, il considère que la violence révolutionnaire est la seule voie qui conduit à la prise du pouvoir politique et économique, et que les formes d'action légale, comme les élections par exemple, ne sont que des instruments limités incorporés au processus menant à la lutte armée. À plusieurs reprises au cours du processus, cette sensibilité de gauche de l'unité populaire défendra la nécessité d'approfondir les réformes, de s'appuyer sur les mobilisations, parfois en convergence avec les militants du MIR. Son slogan, c'est « avancer pour consolider », c'est-à-dire c'est l'idée qu'une radicalisation à gauche de l'action gouvernementale et des réformes est la seule voie, y compris pour pérenniser les réformes déjà faites. Outre les dirigeants des partis, c'est-à-dire le MAPU, le Parti socialiste, dont le principal dirigeant est Carlos Altamirano, le représentant le plus emblématique de cette sensibilité au sein de l'unité populaire, c'est Pedro Vuskovic, qui sera responsable des premières mesures de redistribution des richesses en tant que Premier ministre des Affaires économiques, jusqu'à ce qu'il soit écarté en juin 1972. Le respect strict de la légalité, la recherche permanente et le plus souvent infructueuse d'alliance avec la démocratie chrétienne, une attitude conciliatrice vis-à-vis de l'armée, c'est en fait cette ligne, cette orientation de droite au sein de l'unité populaire, qui va s'imposer progressivement au niveau du gouvernement. Progressivement, mais pas sans mal, du fait des mobilisations populaires. Dans un premier temps, 3 questions vont cristalliser la confrontation politique et sociale: le pouvoir d'achat et les questions d'approvisionnement, la réforme agraire et l'extension du secteur nationalisé. Et c'est ces thèmes que nous allons retrouver dans le 3e volet.